Chapitre 9. L'expédition au drugstore. J'en parlais à Madame Thurman, j'en parlais à Amanda, et puis j'en parlais à Billy. Il avait l'air d'aller mieux ce matin. Il avait mangé 2 beignets et avalé un bol de céréales pour son petit déjeuner. Après quoi, je lui fis faire au pas de course 2 travées aller et retour, et lui arrachai même quelques gloussements. Avec leur faculté d'adaptation, les gosses savent vous aider à supporter toutes les emmerdes de la vie. Il était trop pâle, la chair sous ses yeux était toujours gonflée par les larmes qu'il avait versées pendant la nuit, et son visage avait une expression horriblement usée. D'une certaine façon, c'était devenu un visage de vieillard, comme si une énergie d'un trop fort voltage l'avait trop longtemps animé. Mais il était toujours vivant et toujours capable de rire, en tout cas jusqu'au moment où il se rappelait où il était et ce qui se passait. Après l'exercice, nous nous assîmes avec Amanda et Hattie Thurman pour boire du Gatorade dans des verres en carton, et je lui dis que j'allais faire un tour au drugstore avec quelques autres personnes. « Je veux pas, » dit-il immédiatement, assombri. « Tout ira bien, mon grand. Je te ramènerai une BD de Spider-Man. Je veux que tu restes là. » Ce n'était plus un simple nuage qui passait dans son regard. On y voyait maintenant les éclairs de la colère. Je lui pris la main. Il la retira. Je la lui repris. « Billy, il faudra bien qu'on sorte, tôt ou tard. Tu t'en rends compte, n'est-ce pas? Quand la brume sera partie. » Mais il parlait sans aucune conviction. Il buvait lentement et sans plaisir son Gatorade. « Billy, ça fait presque 1 jour qu'on est là. Je veux maman. » Bon, c'est peut-être le premier pas pour retourner près d'elle. « Ne lui donnez pas trop d'espoir, David, » dit Madame Thurman. « Bon Dieu, » répliquai-je, « il faut bien qu'il espère quelque chose, ce gosse. » Elle baissa les yeux. « Oui, je suppose. » Billy ne prêta aucune attention à cet échange. « Papa, il y a des choses là-dehors. Des choses... » « Oui, je sais. Mais il y en a beaucoup, pas toutes, mais beaucoup, qui semblent sortir seulement quand il fait nuit. »« Elles vont attendre, » dit-il. Ses yeux s'étaient élargis et ne quittaient plus les miens. « Elles vont attendre dans la brume, et si vous n'arrivez pas à rentrer, elles vont vous manger, comme dans les histoires. » Il m'étreignit avec une ardeur panique. « Papa, s'il te plaît, n'y va pas. » J'écartai ses bras aussi doucement que je pus et lui dis qu'il le fallait. « Mais je reviens vite, Billy. »« Très bien, » dit-il d'une voix enrouée, mais il ne me regarda plus. Il ne croyait pas que je reviendrais. Cela se voyait sur son visage, qui ne montrait plus une expression de colère, mais de tristesse et de chagrin. Je me demandais encore si j'avais raison d'agir ainsi, de courir ce risque. Puis, jetant un coup d'œil dans la travée centrale, j'aperçus Madame Carmody. Elle s'était trouvée un 3e auditeur, un homme à la barbe grisonnante, aux petits yeux inquiets injectés de sang. Son air égaré et ses mains tremblantes criaient presque les mots « gueule de bois ». C'était, ô surprise, notre ami Miron Lafleur, le type qui n'avait pas eu le moindre scrupule à envoyer un gosse faire un boulot d'homme. Cette folle furieuse, cette sorcière. Je donnai un baiser à Billy et il étreignit très fort. Puis je m'approchai de la façade du magasin, mais en évitant la travée des produits ménagers. Je ne voulais pas qu'elle me voie. J'avais parcouru les 3/4 de mon chemin quand Amanda réussit à me coincer. « Il faut vraiment que tu fasses ça ?» demanda-t-elle. « Oui, je le crois. » Excuse-moi, mais je dois dire que pour moi, tout ça ressemble à des conneries machistes. Elle avait des taches colorées aux pommettes et ses yeux étaient plus verts que jamais. Elle était furieuse, disons même folle de rage. Je lui pris le bras et résumai la discussion que j'avais eue avec Dan Miller, l'énigme des voitures
et le fait que personne du drugstore ne soit venu se joindre à nous ne les mure guère. Mais la question Carmody, si. « Ce n'est peut-être pas faux, dit-elle. Tu crois vraiment ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose de venimeux chez cette femme. Et si les gens ont suffisamment peur pendant suffisamment longtemps, ils se tourneront vers quiconque semblera leur apporter une solution. Mais les sacrifices humains, Amanda, les Aztèques les pratiquaient, dit-elle d'un ton neutre. Écoute, David, reviens. Si quoi que ce soit arrive, quoi que ce soit, reviens. Lâche tout, et en courant s'il le faut. Pas pour moi. Ce qui est arrivé cette nuit était agréable, mais c'était cette nuit. Reviens pour ton garçon. Oui, entendu. Je reviendrai. Je veux l'espérer, dit-elle, et elle prit le même air que Billy, hagard et froid. Je me dis que la plupart d'entre nous avaient cet air, mais pas Madame Carmody. Elle semblait en quelque sorte rajeunie, revigorée, comme si elle était dans son élément, comme si elle prospérait sur ce qui se passait. Nous ne devions pas partir avant 9h30. Nous étions 7. Holly, Dan Miller, Mike Atlen, Jim, l'ancien copain de Myron Lafleur, s'il avait aussi la gueule de bois, il semblait déterminé à se racheter, Buddy Elton et moi-même. La 7e personne était Hilda Repler. Miller et Atlen essayèrent sans conviction de la dissuader de venir. Elle resta inébranlable. Quant à moi, je n'essayais même pas. J'avais dans l'idée qu'elle était plus compétente que n'importe lequel d'entre nous, à l'exception d'Holly. Elle transportait un petit sac à provisions de toile qui contenait un arsenal de bombes de Red et de Black Flag, toutes sans capuchon et prêtes à entrer en action. De l'autre main, elle tenait une raquette Jimmy Connor extraite d'une exposition d'équipements sportifs dans la travée numéro 2. « Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça, Madame Rappler ?» demanda Jim. « Je ne sais pas, » répondit-elle de sa voix basse, râpeuse et compétente, « mais je l'ai bien en main. » L'œil froid, elle examina son interlocuteur. « Jim Grondin, hein ? Je ne vous ai pas eu en classe ?» Les lèvres de Jim s'étirèrent en un sourire gêné de lèche-botte. « Oui, madame, moi et ma sœur Pauline. » « Trop bu cette nuit ?» Jim, qui la dépassait de très haut et pesait probablement 50 kilos de plus, rougit jusqu'à la racine de ses cheveux coupés à la mode de l'American Legion. « Ah, non. » Elle se tourna vers nous brusquement, lui coupant la parole. « Je pense que nous sommes prêts, » dit-elle. Nous avions tous quelque chose, même si cela pouvait passer pour un étrange arsenal. Holly avait le pistolet d'Amanda, Buddy avait une barre de fer qu'il avait trouvée je ne sais où. Je tenais un manche à balai. « Très bien, » dit Dan Miller, en élevant un peu la voix. « Vous voulez bien m'écouter une minute, messieurs, dames ?» Une dizaine de personnes s'étaient approchées de la porte de sortie pour voir ce qui se passait. Elles s'étaient rassemblées sans se serrer de trop près, et sur leur droite se tenait Madame Carmody et ses nouveaux amis. Nous allons au drugstore pour voir quelle est la situation là-bas. Nous espérons pouvoir ramener quelque chose pour soigner Madame Clapham. C'était la dame qui avait été piétinée la veille quand les insectes étaient entrés. Elle s'était cassé une jambe et souffrait beaucoup. Miller se tourna vers nous. Nous n'allons pas prendre de risques. Au premier signe de danger, on se rabat en vitesse sur le supermarché. Et vous apportez avec vous tous les diables de l'enfer pour qu'ils s'abattent sur nos têtes ? Cria Madame Carmody. Elle a raison, l'approuva une des estivantes. Vous allez attirer leur attention sur nous. Vous allez les faire venir. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Parmi les personnes rassemblées pour assister à notre départ, il y eut un murmure d'approbation. « C'est ça que vous appelez être tranquille, madame ?» rétorquai-je. Elle baissa les yeux, déconcertée. Madame Carmody fit un pas en avant. Ses yeux lançaient des éclairs. « Vous allez mourir là-dehors, David Drayton. Voulez-vous faire de votre fils un orphelin ?» Elle leva les yeux, et son regard nous parcourut l'un après l'autre.
Buddy Eggleton baissa les yeux et simultanément brandit la barre, comme pour la tenir en respect. « Vous allez tous mourir là dehors. Vous n'avez pas encore compris que la fin du monde est arrivée? Le malin a été libéré. L'armoise des étoiles flamboie, et tous ceux d'entre vous qui franchiront cette porte seront déchiquetés. Et ils viendront chercher ceux d'entre nous qui seront restés ici, comme cette bonne dame vous l'a dit. Allez-vous les laisser faire ?» Elle s'adressait à présent aux spectateurs, et un faible murmure courait parmi eux. Après ce qui est arrivé aux incrédules hier, c'est la mort, c'est... Passant par-dessus 2 caisses, une boîte de pêche voltigea et s'abattit sur le sein droit de Madame Carmody. Elle chancela en arrière avec un cri de surprise. Amanda se dressa devant elle. « Ferme-la, dit-elle. Ferme-la, espèce d'infâme charognard. » « Elle sert le démon, hurla Madame Carmody d'une voix perçante. Un sourire inquiétant erra sur ses lèvres. « Avec qui avez-vous dormi la nuit dernière, ma petite dame? Avec qui avez-vous couché cette nuit? Mère Carmody voit tout. Oh oui, elle voit tout ce qui échappe aux autres. » Mais l'envoûtement qu'elle avait créé était brisé, et les yeux d'Amanda ne scièrent à aucun moment. « On y va ou on passe la journée ici ?» demanda Madame Repler. Et nous y allâmes. Que Dieu nous aide, nous y allâmes. Dan Miller était en tête. Holly venait ensuite. Je fermais la marche, Madame Repler devant moi. J'étais effrayée, comme jamais je crois je ne l'avais été, et la main qui serrait le manche à balai était glissante de transpiration. Il y avait la faible odeur âcre et artificielle de la brume. Le temps que je franchisse le seuil, Miller et Holly y avaient déjà disparu, et Athlen, qui était 3e, s'était presque effacé. 7 mètres seulement, me répétais-je, seulement 7 mètres. Sans hâte, déterminée, Madame Repler marchait devant moi, la raquette de tennis balançant légèrement à sa main droite. À notre gauche se dressait un mur de briques rouges. À notre droite, la première rangée de voitures émergeait de la brume comme un alignement de vaisseaux fantômes. Une autre poubelle se matérialisa au milieu de la blancheur, et au-delà se trouvait un banc où les gens attendaient parfois leur tour à la cabine téléphonique. Seulement 7 mètres. Miller doit déjà y être. 7 mètres. C'est seulement 10 ou 12 pas, alors... « Oh mon Dieu !» cria Miller d'une voix perçante. « Mon Dieu, regardez-moi ça !» Miller était arrivé. Très bien. Buddy Eggleton, qui marchait devant Madame Repler, fit demi-tour pour s'enfuir, les yeux écarquillés et fixes. Elle lui donna un léger coup de sa raquette de tennis. « Où est-ce que vous croyez aller comme ça ?» lui demanda-t-elle de sa voix ferme, légèrement râpeuse, et ce fut le seul mouvement de panique qu'il y eut. Le reste de la troupe se dirigea vers Miller. Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule et vis que le supermarché avait été avalé par la brume. Le mur de briques prenait une faible teinte rose, délavé, et puis disparaissait un peu plus loin, à 3 mètres sans doute, de la porte de sortie du drugstore. Je me sentis plus isolée, simplement plus seule que je ne l'avais jamais été de ma vie. C'était comme si j'avais perdu la matrice originelle. Le drugstore avait été le théâtre d'un massacre. Miller et moi, bien sûr, nous nous en doutions. Nous l'avions quasiment prévu. Toutes les créatures de la brume se dirigeaient principalement à l'odorat. Il suffisait de raisonner. La vue leur était presque complètement inutile. L'ouïe, moins. Mais comme je l'ai déjà dit, la brume distordait les sons, les éloignant et, quelquefois, les rapprochant. Les choses dans la brume obéissaient à leur sens le plus fiable. Elles marchaient au flair. Nous, dans le supermarché, nous avions été sauvés avant tout par la coupure de courant. Les portes, à ouverture automatique, ne fonctionnaient plus. En un sens, le magasin avait été mis sous scellé par la venue de la brume. Mais les portes du drugstore, elles étaient bloquées en position ouverte. La coupure de courant avait arrêté les climatiseurs et les employés avaient ouvert pour laisser passer la brise. Mais autre chose était entrée aussi.
Un homme en t-shirt rouge foncé gisait à plat ventre dans l'entrée. Du moins, me sembla-t-il d'abord que son t-shirt était rouge foncé. Puis, je remarquai quelques traces de blanc au bas du tissu et compris qu'il avait été blanc. Le rouge foncé, c'était du sang séché. Et il y avait aussi quelque chose qui n'allait pas chez cet homme. Cela me tracassa un moment. Même quand Buddy Eggleton se détourna pour vomir bruyamment, je ne trouvai pas tout de suite. Je suppose que quand on connaît une expérience comme celle-ci, une expérience ultime, l'esprit la rejette d'abord, à moins d'être en guerre. Sa tête avait disparu. Voilà ce qui n'allait pas. Ses jambes étaient étalées à l'intérieur, et sa tête aurait dû pendre au-dessus de la marche basse. Mais sa tête n'était tout simplement pas là. Jim Grondin avait son content. Il pivota la main sur la bouche, plongeant ses yeux fous, injectés de sang, dans les miens. Puis, il repartit d'une démarche vacillante vers le supermarché. Les autres n'y prirent pas garde. Miller était entré, Mike Atlan le suivit. Madame Repler se posta sur un côté de la porte, sa raquette à la main. Holly se plaça de l'autre côté, le pistolet d'Amanda pointé vers le trottoir. « J'ai l'impression de perdre tout espoir, David, » dit-il calmement. Buddy Eggleton s'appuyait faiblement à la cabine téléphonique, comme quelqu'un qui vient juste de recevoir de mauvaises nouvelles de chez lui. Ses larges épaules étaient secouées par la puissance de ses sanglots. « Ne nous déclare pas trop vite battus, dis-je à Holly. Je passais la porte. Je n'avais pas envie d'entrer, mais j'avais promis des BD à mon fils. Le drugstore de Bridgeton offrait le spectacle d'un carnage délirant. Livres de poche et magazines étaient éparpillés partout. À mes pieds gisaient un Spider-Man et un incrédible Hulk. Je les ramassais et les fourrais machinalement dans ma poche arrière, pour Billy. Des flacons et des boîtes jonchaient le sol détravé. Une main pendait à l'un des présentoirs. L'irréalité me submergea. Le massacre, le carnage, c'était déjà assez dur. Mais l'endroit semblait aussi avoir été le théâtre de quelques fêtes démentes. Partout était accroché ce que je pris d'abord pour des banderoles. Mais ce n'était ni large, ni plat. C'étaient des espèces de ficelles très épaisses ou des câbles très minces. Je fus frappé qu'ils soient du même blanc brillant que la brume elle-même, et un frisson glacial se fraya un chemin de gel le long de mon échine. Ce n'était pas du papier crépon, alors quoi? Livres et magazines se balançaient, accrochés à certains d'entre eux. Mike Atlan tâtait du pied une étrange chose noire. C'était long et poilu. « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» demanda-t-il à la cantonade. Et tout à coup, je sus ce qui avait tué tous ceux qui avaient eu le malheur de se trouver dans le drugstore quand la brume était arrivée. Les gens qui avaient eu le malheur de laisser leur odeur se répandre au dehors. Dehors, dehors, dis-je. Ma gorge était complètement sèche et le mot jaillit comme une balle ouatée. Sortez de là, dehors. Holly se tourna vers moi. David ? Ce sont des toiles d'araignée, dis-je. Et puis 2 cris percèrent la brume. Le premier de peur, sans doute. Le deuxième de douleur. C'était Jim. Si Jim devait payer pour ce qu'il avait fait, il était en train de payer. « Sortez !» criai-je, à l'adresse de Mike et de Dan Miller. Puis, quelque chose se déroula dans la brume, impossible à distinguer sur cet arrière-plan blanc, mais je l'entendais. Cela faisait comme un bruit de fouet manié à contre-cœur, et je vis la chose quand elle s'enroula autour de la cuisse de Buddy Eggleton. Il cria et s'accrocha au premier objet à portée de sa main, qui s'avéra être le téléphone. Le combiné tomba et se balança au bout du fil. « Bon Dieu, ça fait mal !» hurla Buddy. Holly le saisit, et je vis ce qui se passait. En même temps, je compris pourquoi l'homme de l'entrée n'avait plus de tête. Le mince câble blanc, qui s'était enroulé comme une cordelette de soie autour de la jambe de Buddy, plongeait dans sa chair. La jambe de son pantalon avait été proprement coupée et glissait à ses pieds. Une incision nette, circulaire dans sa chair, dégorgeait du sang,
tandis que le câble s'enfonçait plus profondément. Holly tira de toutes ses forces. Il y eut un faible claquement et Buddy fut libéré. Ses lèvres avaient viré au bleu sous le choc. Mike et Dan venaient, mais trop lentement. Puis Dan heurta plusieurs filaments et resta collé, exactement comme un insecte sur du papier tue-mouche. Il se libéra d'une énorme secousse, laissant un morceau de chemise accroché à la toile d'araignée. Brusquement, l'air s'emplit de ces langoureux claquements de fouet, et les minces câbles blancs flottèrent tout autour de nous. Ils étaient recouverts de la même substance corrosive. Je réussis à en esquiver deux, plus par chance que par habileté. L'un d'eux atterrit à mes pieds, et j'entendis le faible sifflement du goudron bouillonnant. Un autre s'approcha, flottant dans l'air, et Madame Rappler abattit calmement sa raquette. Le filament s'y colla promptement, et je perçus des ding-ding aigus quand le produit corrosif attaqua les cordes de l'instrument et les fit claquer. On eût dit que quelqu'un pinçait rapidement les cordes d'un violon. Un instant plus tard, un filament s'enroula autour de la poignée de la raquette et elle fut entraînée dans la brume. « Rentrons !» hurla Holly. Nous nous mîmes en mouvement, Holly soutenant Buddy. Dan Miller et Mike Atlen encadraient Madame Rappler. Les fils blancs de la toile d'araignée continuaient de s'étirer dans la brume, impossible à distinguer, sauf sur le fond rouge du mur de briques. L'un d'entre eux entoura le bras gauche de Mike Atlen. Un autre s'entortilla autour de son cou en une série de claquements secs et rapides. Sa jugulaire explosa en jets puissants et il fut tiré dans le brouillard, la tête pendante. L'un de ses mocassins basses tomba et resta là, couché sur le côté. D'un coup, Buddy s'effondra en avant, entraînant Holly qui plia le genou. « Il s'est évanoui, David. Aidez-moi !» Je l'agrippai par la taille et nous le tirâmes maladroitement, en chancelant. Même inconscient, Buddy serrait toujours sa barre de fer. La jambe autour de laquelle s'était enroulé le filament pendait de son corps suivant un angle effrayant. Madame Rappler s'était retournée. « Attention !» cria-t-elle. « Attention, derrière vous !» Comme j'amorçais un demi-tour, un des fils de la toile d'araignée se posa sur la tête de Dan Miller. Ses mains le frappèrent, le déchirèrent. L'une des araignées avait surgi de la brume derrière nous. Elle avait la taille d'un gros chien, noir, avec des zébrures jaunes. Des bandes de voitures de course, pensai-je follement. Ses yeux étaient pourpres, comme des grenades. Active, affairée, elle s'approchait de nous, portée par une bonne douzaine de pattes aux nombreuses jointures. Ce n'était pas l'araignée ordinaire terrestre grossie à la taille d'une bête de film d'horreur. C'était quelque chose de totalement différent. Peut-être n'était-ce pas du tout, au fond, une araignée. En la voyant, Mike Atlen dut comprendre ce qu'était cette chose noire et velue contre laquelle il avait buté dans le drugstore. Elle se rapprochait, laissant filer sa toile hors d'un orifice ovale sur le haut du thorax. Les filaments flottaient vers nous, formant une espèce d'éventail. Au spectacle de ce cauchemar, qui ressemblait si fort à celui des araignées noires comme la mort, qui, dans l'ombre de notre hangar à bateau, rôdaient au-dessus de leurs provisions de mouches et d'insectes tués. Je sentis que mon esprit tentait de larguer les amarres. Je crois maintenant que c'est la pensée de Billy qui me permit de ne pas perdre jusqu'au moindre semblant de santé mentale. J'émis une espèce de son, rire, sanglots, cris, je ne sais, mais Holly Weeks était comme le roc. Il leva le pistolet d'Amanda aussi calmement qu'au stand de tir et le vida sans se presser, à bout portant sur la créature. De quelques endroits infernal qu'elle vint, elle n'était pas invulnérable. Une humeur noire jaillit de son corps et elle émit une sorte de miaulement terrible, si bas qu'on le sentait plutôt qu'on ne l'entendait, comme la note la plus basse d'un synthétiseur. Puis, la chose battit précipitamment en retraite et disparut dans le brouillard. Elle aurait pu être un fantasme surgi d'un rêve de droguée, sauf qu'il y avait les flaques de liquide noir et collant qu'elle avait laissées derrière elle. Il y eut un tintement lorsque Buddy finit par lâcher sa barre. « Il est mort, » dit Holly. « Laisse-le, David. Cette saloperie lui a touché l'artère fémorale.
Il est mort. Tirons-nous d'ici. » De nouveau, son visage était couvert de sueur et ses yeux étaient exorbités sur sa face ronde. L'un des filaments se posa en douceur sur le dos de sa main et Holly, d'un geste sec du bras, s'en débarrassa. Le fil laissa une marque sanglante. Madame Repler cria de nouveau « Attention !» et nous nous tournâmes de son côté. Une autre araignée avait surgi de la brume et avait entouré Dan Miller de ses pattes dans une démente étreinte amoureuse. Il se défendait à coups de poing. Comme je me baissais pour saisir la barre de Buddy, l'araignée entreprit d'enrober Dan dans ses fils mortels et les gestes de celui-ci se transformaient en une affreuse, effrayante danse de mort. Madame Repler s'avança vers l'araignée, tenant à bout de bras une bombe d'insecticide Black Flag. Les pattes de l'araignée se tendirent vers elle. Elle appuya sur le bouton et un nuage de produit gicla dans les yeux étincelants comme des joyaux. Le miaulement bas se fit de nouveau entendre. Un tremblement parut parcourir l'araignée tout entière et elle se mit à reculer en titubant, ses jambes velues grattant le sol. Elle tirait derrière elle le corps de Dan, qui rebondissait et roulait. Madame Repler lui lança la bombe d'insecticide. Elle heurta le corps de l'araignée et tomba sur le macadam avec un tintement. La bête se cogna contre la portière d'une petite voiture de sport, assez fort pour la faire bouger sur ses amortisseurs, et puis elle disparut. Je m'approchai de Madame Repler, qui vacillait sur ses pieds, pâle comme la mort. Je passai un bras autour de son épaule. « Merci, jeune homme, » dit-elle, « je me sens un peu faible. »« Ça va, » fis-je, d'une voix enrouée. « Je l'aurais sauvé si j'avais pu. »« Je sais. » Holly nous rejoignit. Nous courûmes jusqu'aux portes du supermarché, tandis que les fils de la toile s'abattaient tout autour de nous. L'un d'entre eux se colla au sac à provisions de Madame Repler et s'insinua dans la toile sur le côté. Elle lutta pour conserver son bien, tirant des deux mains sur le filament, mais elle perdit. Son sac disparut en bondissant, renversé dans la brume. Quand nous atteignîmes la porte d'entrée, une araignée plus petite, de la taille d'un chiot épagnol, surgit du brouillard, courant le long du bâtiment. Elle ne produisait pas de fil, peut-être était-elle trop jeune pour cela. Comme Holly, d'un coup de son épaule musculeuse, ouvrait la porte pour laisser entrer Madame Repler. Je lançai la barre sur l'araignée, comme un javelot, et l'empalai. Elle se tordit furieusement, ses pattes griffant l'air, et il me sembla que le regard de ses yeux rouges captait le mien et me marquait. « David !» Holly tenait toujours la porte. Je me précipitai à l'intérieur, il me suivit. Des visages blêmes, terrorisés, se tournèrent vers nous. Nous étions partis 7, nous revenions 3. Holly s'appuya contre l'épaisse vitre de la porte, son torse puissant haletant. Il entreprit de recharger le pistolet d'Amanda. Sa chemise de directeur adjoint lui collait au corps et de larges coulées grises de transpiration descendaient sous ses bras. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda une voix basse, rauque. « Des araignées, » répondit Madame Repler, lugubre. « Ces saloperies ont pris mon sac à provisions. » Puis, Billy se fraya un chemin en hurlant jusqu'à mes bras. Il pleurait. Je le serrai contre moi, fort.